Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum. Bienvenue au podcast Oracle. Le but est de partager avec vous les pensées sur une vie de diaspora pakistanaise en France. On parlera de religion, d'études, de travail, d'identité, d'histoire avec un grand H et bien d'autres choses. Je m'appelle Warq, j'ai 28 ans et j'habite dans la région parisienne. Je suis issue d'une immigration arrivée en France à l'adolescence. Les précédents podcasts explorent l'identité de la diaspora pakistanaise en France. Tout ce cheminement à partir de nos souvenirs de Pakistan, puis dans les pas de nos parents avec leur angoisse et leurs interminables journées, et ensuite dans le dialogue entre les identités de nos parents et la nôtre. Vous vous êtes peut-être senti nostalgique le temps d'un podcast. Tout cela vous a sûrement transporté au Pakistan. Et peut-être même l'idée de retourner au Pakistan a germé dans votre esprit. Donc, pour ce podcast, j'ai trouvé ça pertinent de partager avec vous la conversation que j'ai eue avec Sayed, un franco-pakistanais qui a fait le choix de retourner au Pakistan. J'ai essayé de comprendre pourquoi il a fait ce choix de vie et comment ça s'est fait. Ça va et toi? Ça va, ça va. Tu m'entends bien? Oui, je t'entends bien. Et toi? Oui, nickel, c'est parfait. Donc, je me permets juste de demander, ton nom, c'est Sayed ou Mohib? Enfin, c'est quoi ton prénom? Alors, tu peux m'appeler Saïd, c'est nickel. Ça va, très bien. Euh, donc, tu nous rejoins de La Roche, c'est ça? On a 4 heures de différence. Exactement, il est 20 h ici. Ok. Donc après, j'ai un peu suivi quand même ton histoire sur Facebook et sur YouTube et tout. Mais est-ce que du coup, en quelques mots, tu peux te présenter et Je suis franco-pakistanais. Je suis né en France. J'ai passé 28 ans dans ce joli pays. Mes mhm, parents sont pakistanais, ils sont arrivés dans les années 70. mhm, Euh, j'ai mon cercle d'amis qui est basé plus en France. mhm. J'ai fait mes études en comptabilité finance. Ok, Donc, j'ai passé un bon petit moment en France et au Pakistan, ça me fait déjà 2 ans. Donc, d'accord. voilà. Donc aujourd'hui, tu as 30 ans. J'ai 31 ans, je viens d'avoir 31 ans le 9 novembre 2020. 2020. Joyeux anniversaire en retard. Euh, Merci beaucoup, merci beaucoup. donc, mes précédents podcasts étaient sur l'identité, alors que pour Ouais. une personne qui a fait le choix de travailler au Pakistan, je me posais de te poser la question, te sens-tu plus français que pakistanais? Bah écoute, je me sens plus pakistanais. Mhm, Certes, j'ai passé 28 ans en France, mhm, mais l'identité d'une personne je veux dire, elle se crée par rapport à la culture et par rapport à ce qui se passe chez toi. ouais, Donc à la maison, on parlait en majorité ourdou. Donc ouais, la langue, c'est quelque chose qui t'influence énormément dans ta personnalité. Et ouais, je remercie encore ma maîtresse. Je veux dire vraiment quand j'étais tout petit, bah, elle avait donné un conseil à mes parents. Elle avait mhm, expliqué que il fallait pas qu'ils parlent français à la maison, il fallait qu'ils parlent plus ourdou. Bon, à ok, l'époque, ils n'ont pas compris parce que ils ont posé la question si on parle pas français, comment il va apprendre le français? mhm, Bah, en fait, elle a expliqué, elle a dit quelque chose de très intéressant que je recommande énormément aujourd'hui, que la langue, en fait, c'est quelque chose de très important. Ça lie la culture, ça lie la religion, ça lie énormément. C'est un lien. mhm, Et c'est un facteur qui connecte en fait plein d'éléments. Donc si tu changes, si tu parles plus français, bah, tu vas te diriger plus vers la culture française.
Donc, elle a conseillé de parler ourdou à la maison pour que je reste connecté en fait avec la culture pakistanaise et que je ne renie pas mes origines en fait avec le mm. Pakistan et que faut pas que j'arrive à 20 ans et je dise oui mais le Pakistan moi je me sens pas pakistanais du tout. Mm. Donc Mais ouais, après, je je me sens pense plus pakistanais que ouais. français. Je pense que les gens plus qui parlent, qui commencent à parler français, je pense qu'au début c'est inconscient et après ça prend le pas sur l'ourdou et en fait on se sent de plus en plus à l'aise parce que vu qu'on ne parle plus ourdou, on est moins à l'aise et on perd Bien aussi. sûr. Et garder justement ce lien constant dans un cadre, ça peut être un bon moyen de garder ce lien. Mais est-ce que du coup tu sais lire et écrire ourdou aussi? Ben écoute, c'est un peu embarrassant parce que je sais pas lire et je sais pas écrire. C'est quelque chose que je suis en train d'apprendre là au Pakistan. Mhm. C'est quelque chose qui me tient à cœur. J'aimerais apprendre rapidement, mais c'est un petit défaut que j'ai que je suis pas capable de lire. Mm. Ça devient Non, un mais handicap des c'est pas fois que un défaut, lorsque je hein, c'est vois pas des un panneaux et je reproche. suis Je pas pense que ça capable fait de lire. juste partie de parcours. Non, 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 je veux dire, c'est un handicap. Voilà, c'est un Mm. handicap quand même. Mais il y a pas de doute. Enfin, tu vas y arriver, je pense. Si on a pu apprendre d'autres langues, il y a pas de Oui, oui, souci pour l'ourdou non plus. bien Euh, sûr, bien Il y a sûr. un témoignage de Van Jones qui apparaît comme commentateur sur CNN régulièrement et qui a été remis au Oui. jour après les récents événements de l'islamophobie. Et ses commentaires, mais en fait, ses commentaires datent de 2016 et qui traînent en ce Mhm. moment sur les réseaux sociaux. Et il a dit que, en fait, je peux lire la citation, mais en gros, ce qu'il dit, c'est que il y a si maintenant, avec l'islamophobie, vous faites peur aux gens, ils vont rentrer chez eux, et que, il y a des génies. You have geniuses from Pakistan who are from Indonesia and who think to themselves, I am not safe here. Est-ce que c'est ce sentiment que tu as eu euh, avant de quitter le pays ou c'était juste, je pense que ou c'était plus motivé par une envie de retour à la maison en fait. Bah écoute, pas du tout en fait. L'islamophobie, c'était pas le problème. Je veux dire, lorsque je suis parti, il n'y avait pas ce genre de problème. Mhm. Et je suis parti en 2018, septembre 2018. Ouais, Et il n'y avait aucun souci par rapport à l'islamophobie. Je veux dire, même à la télé, on n'entendait pas énormément parler de ça. ouais. Mais c'est vrai que aujourd'hui, si tu m'aurais posé la question maintenant, ça serait une raison, Ça ce serait serait une des l'une des raisons. premières raisons. Ouais, une des raisons pour lesquelles tu partirais. Exactement. Bah après, lorsque tu dis retour à la maison, oui, ça c'était la plus grosse motivation parce que lorsque j'ai découvert l'histoire du Pakistan et j'ai découvert qu'est-ce que c'était le Pakistan, bah il y a une sorte de passion qui s'est créée. Hmm, Et lorsque j'ai commencé à lire un petit peu Allama Iqbal et Monsieur Jinnah, tout ce qu'il a fait pour le Pakistan, hmm. bah il y a une petite étincelle qui s'est créée et j'ai voulu découvrir un peu plus. Ouais. Euh, et puis voilà. Donc Et c'était plus petit la à petit, on motivation. découvre et on découvre et on se dit que c'est sans fin et qu'il y a tellement à apprendre. Et finalement, je serais mieux sur place pour apprendre peut-être. Pardon? Petit à petit, je commence à découvrir et après, tu prends goût. Et tu te Oui, dis peut-être que j'y serais mieux sur place pour exactement. bien découvrir, quoi. C'était exactement ça. Et j'avais besoin de découvrir de mes propres yeux, Mm, euh, de moi-même, tout ce qu'il y avait sur place. mm. Quel accueil, du coup, les Pakistanais t'ont réservé? Parce que, en fait, je suis en train de publier un série de podcasts et euh, j'explore l'identité et je me dis que moi, aujourd'hui, j'ai une identité hybride. Je suis ni pakistanaise vraiment au Pakistan et ni française vraiment en France. Et du coup, je suis curieuse
enfin, quel accueil les Pakistanais ont pu te réserver? Est-ce qu'ils t'ont accepté? Est-ce que tu as fait face à un rejet? Quel genre d'attitude tu fais face tous les jours? Écoute, lorsque j'ai mis les pieds au Pakistan, je suis allé direct au contact avec la population, donc j'ai commencé à m'organiser pour créer mon entreprise. Du coup, voilà, il fallait rentrer en contact avec les personnes locales. Oui, J'ai été impressionné parce que j'ai pas eu de rejet du tout. Au contraire, lorsqu'ils ont entendu mon histoire, que j'étais français, que j'étais né en France et que j'étais de retour au Pakistan, mhm. et que je n'étais jamais venu vraiment au Pakistan. Je suis venu 4, 5 fois au Pakistan et j'ai passé vraiment des C'était séjours des assez moments de courts. vacances, Du coup, je pense. voilà, des moments de vacances ou des événements, tu sais, des mariages ou Oui, ce genre de choses. Donc, t'as pas le temps de découvrir le pays lorsque tu viens pour des courts séjours. oui. Donc, ils m'ont accueilli les bras ouverts. Je le Mm, dis aussi dans une vidéo parce que ils m'ont facilité dans pas mal de choses. mhm. Les personnes locales m'ont apporté une aide assez intéressante Mm, et euh, franchement, lorsqu'on dit qu'ils ont un grand cœur, bah, c'est oui. vraiment vrai Mm, parce que c'est pas dans tous les pays que tu vois ça et c'est pas partout qu'on va t'aider. Par exemple, dans mes démarches administratives, j'ai été énormément aidé par des personnes locales, des personnes des fois que je connaissais même pas, mais lorsqu'ils mhm. entendaient que je fais français, Oui, bah c'était un plus. Des fois, c'est un plus lorsque je dis que voilà, je suis franco-pakistanais. oui, Bah, ils arrivent, ils m'ouvrent plus de portes que normalement, quoi. oui, Donc, il n'y a pas de rejet. oui, C'est différent. C'est vrai que oui. la population, les mentalités sont un peu différentes, mais c'est un accueil qui est très positif. Et En tout cas, ils sont voilà, tu apprécies en fait les l'hospitalité. vacances. Pardon, continue. Le- je veux dire, l'intention des gens envers toi, bah, en fait, tu apprécies. Tu passes Oui, un bon moment avec eux. mm, Et ils sont passionnés par tout ce que tu dis parce qu'ils te prennent pas de haut. oui. Ils te prennent vraiment, Te prennent au t'es sérieux. comme un idole. Voilà, exactement. C'est comme si tu venais d'un pays, d'un paradis en fait, et Oui. ils ont envie d'entendre ce qui se passe là-bas, et ils ont envie d'entendre les histoires de l'Europe et des États-Unis. Mhm. Donc voilà, je veux dire, t'es beaucoup apprécié sur le terrain et il n'y a pas de rejet, non. Pas de rejet. J'ai Pour l'instant, non. ouais, du coup, il me vient deux questions. La première question, c'est est-ce que, bah, déjà, l'accueil des Pakistanais, je pense qu'ils sont hospitables, ils font, enfin, ils sont vraiment, ils accueillent vraiment bien, ils ont l'art d'accueillir les gens, ils sont de bonnes hôtes. Mais ça se voit aussi Ouais. quand tu vois comment ils interagissent avec les touristes, ils sont vraiment bien. Ils ont un comportement exemplaire. Mais est-ce que c'est pas justement parce que tu viens d'ailleurs il y a ce protocole? Parce que si jamais c'était un des leurs, est-ce que ce serait pareil? Je sais que c'est une question un peu, je fais un peu Non, non. l'avocat du diable, mais je pense que c'est intéressant d'explorer cette question. Écoute, comme je l'ai dit juste avant, c'est un point, je veux dire, c'est un point positif. Je veux Oui, dire, c'est un plus d'arriver avec une nationalité française. Je veux oui, dire, en étant franco-pakistanais, j'ai plus de facilité à rentrer dans des endroits oui, qu'une personne locale. Ça, c'est oui, totalement vrai. Je dirais pas le contraire. oui. Par contre, c'est juste que les personnes locales, Oui, euh, des fois, elles ont du mal parce que des fois, elles n'ont pas les mots, elles n'ont pas les façons de faire. oui, Elles savent pas comment s'y prendre, tu vois. oui. Mais après, voilà, je trouve qu'ils se débrouillent pas mal. Hmm. J'ai pas Font vu de mieux vraiment quelqu'un avec ce bloqué qu'ils dans ont. une situation. Oui, bah après, tu sais, il y a le mot jugar. Oui. Ils sont très très forts dans ça et ils arrivent à Et inventer des la choses, des solutions. débrouillardise, c'est leur mot, quoi. C'est exactement ça. Ils arrivent à se débrouiller, que ce soit pauvre, moyenne classe ou riche. Hmm, Euh, je vois tout le monde se débrouiller et très peu de personnes vraiment me hmm. dire que je suis bloqué ici depuis un an et que Oui. je trouve pas de solution. Hmm. Il Donc, y a cette ils envie arrivent à trouver des d'avancer. solutions. Oui.
Oui, il y a la moyen d'avancer, ouais. Ouais. Et du coup, ma deuxième question, c'était que maintenant, ça fait quand même 2 ans. Et du coup, au début, quand tu viens avec des histoires nouvelles et les gens te découvrent un peu et c'est la curiosité en fait. Et est-ce qu'au bout de 2 ans, tu penses que c'est quand même le bon choix que tu as fait? Bah, écoute, en fait, ma définition du Pakistan, c'était la maison. Donc, j'ai vraiment pris le Pakistan comme la maison. Donc, c'était Mhm. vraiment retour à la maison. Et comme on dit en anglais, home sweet home. Ouais, Donc, je suis rentré à la maison et je suis vraiment, vraiment content de ce choix. ouais, Et je suis heureux d'avoir fait ce choix à ce moment-là. hein, Je le dis encore que si je pouvais partir avant, je serais parti avant. hein. Euh, c'était euh, c'était une envie qui s'est développée dans les années, on va dire, 2005. À partir Ouais. de 2005, j'ai commencé à être passionné par ce pays et j'ai voulu en fait découvrir de plus en plus. Donc Donc c'était 2005, t'es au début de lycée, je sais pas, t'es ou encore plus petit. oui vraiment c'était l'adolescence. J'ai commencé à regarder des vidéos, j'ai commencé à regarder des reportages, ce genre de choses. Ouais. Et c'est vraiment un bon choix que j'ai fait parce que ça m'a permis de me compléter. Donc je me sens plus serein Ouais. et je sais T'es que en si paix avec toi-même. je fais- pardon? T'es en paix avec toi-même. Voilà, exactement. C'est comme en ourdou on dit, c'est le soukoun que je trouvais pas en fait. Hein? Tu sais, dans la vie, lorsque tu as acquis au niveau professionnel, au niveau personnel, lorsque tu as acquis beaucoup de choses, Hein? en fait, tu comprends que t'es quand même pas en fait rassasié, t'es quand même pas satisfait. Il manque quelque chose. Être heureux, ça veut pas dire acquérir des choses ou acquérir en fait un niveau de vie. Être heureux, en fait, c'est vraiment Être se content dans ce que compléter. tu as. Voilà. Donc Hein. le retour à la maison, c'était vraiment quelque chose de génial. Et voilà. Mhm. Et du coup, tu pars quand même avec de France, avec une famille qui est installée ici. Et comment tes parents, ils ont pu réagir à ça? Si jamais tu as des frères et sœurs, comment ils ont pu réagir à ça? Bah écoute, je suis fils unique, donc il n'y avait pas de frères et sœurs pour pour me bloquer dans cette décision. Hmm. Mais je le dis souvent et je vais le répéter. Dans cette décision, j'ai pas été encouragé. Donc Hmm. il y a personne qui m'a encouragé à prendre cette décision. Donc Mhm. lorsque je parlais du Pakistan, lorsque je parlais de aller vivre au Pakistan, que ce soit en 2018, en 2015 ou même avant, Ouais. bah il y a personne qui est venu et m'a dit c'est vrai, c'est une bonne idée, faut qu'on parte Ouais. ou allons-y, ce genre de choses. Mhm. Et lorsque j'ai pris la décision de partir, bah tout ce qu'on m'a dit c'était c'est une très mauvaise décision, tu reviendras après quelques mois. Hmm. Et tu verras que c'est pas facile de vivre au Pakistan, Hmm. tu n'auras pas les mêmes avantages. Hmm. Bon, les choses qui revenaient à chaque fois, c'était la sécurité sociale. Ouais. Ça m'a fait un peu rigoler, mais bon, je l'ai dit dans cette vidéo aussi, c'est que ça, c'est des avantages qui t'intéressent plus à un moment de ta vie, tu vois. Hmm. C'est des choses qui restent banales. Lorsque tu as acquis tout ça, bah en fait, ça devient banal pour toi. Hmm. Tu n'es plus, tu n'es plus impressionné ou tu n'as plus besoin de ça pour avancer. Mhm. Après, pour tout ce qui est mes parents sont pas arrivés tout de suite. Je suis venu tout seul en septembre. Mhm. Euh, ils ont pris un peu de temps. Ils sont arrivés en avril au Pakistan parce Mhm. qu'ils ont vu que j'ai pris ma décision et que j'allais pas revenir. Et ça, je l'avais répété depuis très longtemps que je ne reviendrai pas en France. Pour les vacances, oui, pour quelques semaines, je reviendrai, mais je ne reviendrai pas vivre en France parce que c'était une décision, c'était quelque chose que j'attendais depuis très très longtemps. Et j'ai eu cette opportunité et je me suis dit que voilà, après ça, j'aurais peut-être plus l'opportunité de partir. Hmm. Donc voilà, mes parents Du l'ont coup, tes pris. parents, ils t'ont suivi dans ta démarche, en fait.
Oui, ils m'ont suivi dans ma démarche un peu plus tard. Mhm. Et du coup, je pense qu'il y a quand même l'issue ou le problème lié à la sécurité, parce que c'est quand même dans les médias, même si nous, on est un peu plus connectés aux nouvelles et qu'on essaie un peu plus d'aller chercher les informations, mais il y a quand même, euh, euh, je dirais, une inquiétude liée à la sécurité. Et puis, dans les témoignages que j'ai pu recueillir pour le premier podcast qui est Décris-moi le Pakistan avec tes clichés, il y avait justement un des témoignages que les Pakistanais m'avaient dit, c'est que les overseas Pakistanis, ils vont jamais arriver à se réadapter. Et du coup, je suis un peu contente de voir que toi, dans ton exemple, tu arrives quand même à, en fait, à s'y faire. Et que après tu parles de sécurité sociale. Je pense que le risque il est partout et qu'il doit te venir et il va te venir d'une façon ou d'une autre. Donc s'il n'y a pas la sécurité sociale, ça Exact. sera dans tes bénéfices de ton entreprise ou autre d'un autre moyen en fait. Si ce qui est à toi va te venir. Si on est musulman, je pense on croit à ça et enfin si on n'a pas de sécurité sociale, on a autre chose, quoi. Exactement, tu l'as très bien dit. Bah écoute, niveau sécurité, j'ai énormément entendu parler de ça. C'était même, on va dire, des sujets qu'on me sortait à chaque fois avant que je parte. Qu'au Pakistan, c'est très dangereux, faut faire attention. Tu peux te faire kidnapper, tu peux te faire voler, tu peux te faire tuer, bref, plein de choses. Et Oui. personnellement, lorsque je suis arrivé sur place, Mm. je suis arrivé à l'aéroport, j'ai pris une voiture de location, j'ai commencé à conduire tout de suite. Mhm. Donc c'était vraiment la première fois que je conduisais et Ouais, tu conduis de même l'autre la côté, conduite, quoi. même la conduite, on m'avait dit que c'était impossible au Pakistan, c'était très compliqué avec la circulation à Lahore. Ouais. Et finalement, non, j'ai trouvé que c'était possible et que c'était pas si compliqué et qu'on pouvait conduire. Après, niveau sécurité, non, j'ai pas ressenti de crainte. Je me Mm, balade énormément dehors. mm, Je prends des Uber. Après, je vois tout type de personnes. mm. J'ai voyagé un peu dans le Pakistan. Je suis allé à Islamabad. Je suis allé à Karachi. Ouais. Karachi, avant d'aller à Karachi, on m'avait expliqué que c'était une ville très dangereuse et qu'il y avait énormément de vols. Ouais. Je suis arrivé sur place. J'avais une mallette dans ma main. Il y avait mon ordinateur portable. J'avais mes deux portables dans la main, je vais dire visibles. Mm. Et je n'ai pas ressenti un moment de crainte en fait que ça Ouais. y est, là quelqu'un me suit et je vais me faire voler. En Oui. fait, tu sais, ce qui se passe, c'est qu'il y a une psychose qui est créée par rapport au Pakistan et Oui. les médias jouent un rôle très injuste, je dirais, parce qu'ils montrent qu'une face du Pakistan Mm. et ils te montrent la face qui est dangereuse. Personnellement, si tu habites à Paris ou en région parisienne, tu pourras me confirmer que si à 2 heures du matin, tu te rends à Barbès ou tu te rends dans un quartier dangereux de Paris Mm. et que tu te balades même sans rien, bah, il Mm. y a des risques que tu te fasses frapper ou que tu te fasses agresser. Donc, Oui. ça reste relatif. Donc, au Mm. Pakistan, si tu fais un petit peu attention et tu ne vas pas dans des quartiers inconnus, méconnus, et Tout seul, tu pendant la arrêtes. nuit. Ouais, voilà, pendant la nuit où t'arrêtes, où tu montres ton iPhone, ton iPhone X devant tout le monde. Mm. Si tu restes discret au Pakistan, personnellement, ça se passe super bien. Et Mm. pour l'instant, ça va. J'ai pas eu de soucis, j'ai pas eu de sensations. D'insécurité. Euh, euh, après, j'ai vécu pas mal de choses. Mm. Mais c'était des manifestations un peu comme en France Oui. et, euh, et puis voilà, donc rien de Tu spécial. as dû vivre à Asia Bibi, non? Ou pas? Alors Ouais. j'ai vécu exactement à Asia Bibi et Oui. c'était assez marrant parce que on m'avait conseillé de sortir en voiture et Oui. moi j'ai décidé de sortir. Du coup j'ai pris mon cousin avec moi et on a pris la voiture et on s'est rendu à un endroit.
Mhm. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y avait une foule de personnes qui arrivaient de face. Ouais. Donc, ça m'a un peu rappelé les manifestations, les émeutes en France. Oui. Et on a fait demi-tour là-bas et on a changé d'itinéraire et tout s'est bien passé. Je veux dire, il y avait rien de spécial. Mm. On s'est pas fait agresser ou ce genre de choses. Mm. Mais voilà, après voilà, les manifestations, c'était pas en français, c'était en ourdou, donc Oui. c'était un peu différent. Mais après, sur les médias, ce qu'ils ont montré par rapport à Asia Bibi, il y avait énormément de voitures qui brûlaient, Mm. alors qu'en réalité, il n'y avait pas énormément de voitures qui Si ont tu brûlé, il regardes n'y a le pas eu reportage sur énormément Arte, de dégâts. si tu Non, c'est regardes incroyable ce qu'ils ont le montré parce reportage que sur Arte, ils ont montré. ça a l'air violent en tout cas. Bah, tu sais, si je compare avec les émeutes en France, ça peut être pris de la même manière. En fait, Mm. la caméra, elle va te montrer juste un angle. Mm. Et si tu veux montrer tout ce qui est négatif, bah, tu Mm. vas y arriver. Tu vas y Oui. arriver. Et concrètement, si tu devais donner une démarche à suivre à d'autres jeunes qu'est-ce que tu leur conseillerais? Je suppose qu'il y a métiers, il y a certains métiers qui sont plus faciles à exercer au Pakistan que d'autres. Et puis au niveau des équivalences de diplôme, je sais pas si les gens, enfin tous les gens peuvent s'y trouver. Mais Mhm. dans ton cas, peut-être ce qui a été et qu'est-ce que tu conseillerais en fait? C'est une question ouverte. Écoute, mon conseil aux jeunes Pakistanais qui aimeraient venir au Pakistan, bah, il est très très simple, c'est développer des compétences, développer des compétences, des connaissances, et il faut un savoir-faire. Ça serait très intéressant d'avoir un savoir-faire français et venir au Pakistan et l'appliquer. Mm. Je te donne un exemple tout simple. Au Pakistan, il n'y a pas de pâtisserie française. Oui. Donc, si tu fais une formation de pâtisserie française en France, Mm. d'accord, tu fais une formation de 6 mois ou un an, je sais plus c'est quoi les critères. Tu as un Mm. diplôme, tu sais comment faire. Tu viens au Pakistan, tu ouvres une petite boulangerie et tu commences à proposer des pâtisseries françaises. Ouais. Et Donc, tu fais un tabac. franchement, tu fais un tabac parce qu'ici, ils raffolent de tout ce qui est français Oui. et ils vont adorer. Après, tu sais, que ce soit dans le bâtiment, dans l'hôtellerie, dans la restauration, dans pas mal de choses, Mm. euh, tout est faisable. Mais il faut le conseil aux jeunes, c'est plus qui découvrent un peu c'est quoi leur passion. Je suis Ouais. très basé sur la passion. Je me base moins sur les diplômes parce que les diplômes aujourd'hui, ils ont une valeur, mais les compétences ont une plus grosse valeur dans le domaine, enfin, dans le monde où tu vis aujourd'hui. Je pense que dans l'entrepreneuriat, c'est vrai. Parce que dans l'entrepreneuriat, tu peux montrer ton savoir-faire plus que je pense dans les métiers un peu comme ingénieur ou je sais pas où tu peux pas genre construire des choses toi-même quoi. Il te faut des contrats, il te faut des gens, il te faut intégrer un organisme beaucoup plus grand. Et dans ce Bien sûr. cas-là, peut-être que c'est un peu plus compliqué, mais après rien n'est impossible. Je pense il faut bien faire ses recherches et Il faut acquérir des connaissances assez poussées. Donc, tu peux devenir ingénieur, bien sûr, tu peux acquérir le diplôme d'ingénieur, mais tu n'es pas obligé d'aller travailler chez quelqu'un. Tu peux ouvrir ton propre entreprise au Pakistan et commencer à proposer tes services. Mhm. Euh, Vraiment, c'est quelque chose que je motive. Enfin, c'est quelque chose que je dis souvent. C'est essayer d'acquérir des connaissances, des diplômes ou des compétences. Ouais. Et orientez-vous vers l'entrepreneuriat. Mm. C'est quelque chose qui vous rendra plus heureux et c'est quelque chose qui pourra vous emmener beaucoup plus loin. Mhm. Après, je pense que c'est dans l'âme, hein, l'entrepreneuriat, c'est oui ou non, mais on entend Après, bien tu sais, ton conseil. je le dis, je le dis souvent, c'est que tu es beaucoup plus libre et tu es, je veux dire, c'est toi. C'est si tu bosses vraiment, si tu mets tous les moyens pour et que tu es passionné par ce que tu fais,
Mm. il y a plus de chances que tu réussisses. Mm. Mais si tu fais ça juste pour l'argent, bah après, ça devient un petit peu compliqué. Mm. Euh, du coup, je change un peu de sujet. C'est qu'est-ce qui t'a vraiment fait plaisir de retrouver au Pakistan? Genre des choses matérielles. Des choses, Matérielles plutôt. des choses matérielles. Bah écoute, la vie organique au Pakistan, c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé. Parce que quand je suis arrivé sur place, j'ai découvert que bah, il y avait très peu de choses industrielles. Mm. Il y a beaucoup de choses qui sont faites à la main. Mm. Tu Il y a peux, beaucoup tu peux prendre, d'artisanat encore. voilà, il y a beaucoup d'artisanat. Il y a même, tu prends n'importe quel secteur, bah, ils utilisent très peu de machines, ils le font à la main. Mm. Donc c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé parce que j'aime vraiment tout ce qui est nature et tout ce qui est naturel. Ça crée de Donc l'emploi aussi. ça crée de l'emploi et les gens ce qu'ils font c'est vraiment génial. Des fois je découvre des créations faites à la main et Mm. c'est incroyable. Je me dis qu'une machine n'est pas capable de réaliser ce genre de détails. Mm. Que ça soit en bois, que ça soit dans tout ce qui est textile, c'est incroyable ce qu'ils font avec les mains et donc c'est vraiment tout ce qui est côté naturel et côté artisanal que j'ai beaucoup apprécié. Mm. Et qu'est-ce qui te manque de la France, du coup? Je suis obligée de poser cette question aussi parce que t'as les deux nationalités, je pense. Ce qui me manque de la France, c'est les Grecs. C'est les Grecs. Je suis tellement fan, je suis tellement, je suis tellement fan des Grecs que j'ai demandé à mes amis de me ramener un Grec. Bon, personne n'a Non, réussi cette mission jusqu'à maintenant. Bon après c'était un peu compliqué parce qu'ils ont dit que dans l'avion ça va sentir le grec, mais ça surtout que va être ça va pas incroyable. être bon. Déjà, les frites après 5 minutes, ils sont plus bons. Donc, Non, non, j'ai parlé juste du grec. Les frites, je peux les prendre au McDonald's et manger avec. Mais non, la viande du grec, c'est quelque chose qui me manque énormément. On a tous grandi avec ça, on a tous découvert ça ensemble. Donc, après, voilà, il y a aussi la pâtisserie française. Donc, hmm. c'est pour ça que j'insiste, je motive C'est les pour ça que jeunes c'est un appel. Pakistanais. C'est un appel. Ouais, c'est un appel en fait que j'aimerais bien qu'il y ait un Pakistanais qui fasse l'effort, qui passe la formation pâtisserie, chef pâtisserie, et qui vienne au Pakistan et qui ouvre sa boulangerie et boulangerie-pâtisserie, Hmm. et qu'on puisse profiter au Pakistan de croissants et de pain au chocolat. Oui, Après, je t'avoue, j'ai goûté des pains au chocolat récemment, et oui, c'est une fille qui est arrivée d'Australie en fait, oui. et franchement génial. Ces pains au chocolat, ils étaient géniaux. J'ai pris un petit café et un pain au chocolat. Ça m'a rappelé Ça t'a rappelé ton quotidien les, en les France? Ça m'a rappelé ouais, les matinées à Paris avant d'aller en rendez-vous ou aller en meeting. Oui. Mais c'est assez marrant quand même que de tout ce que la France peut représenter, c'est les Grecs qui te manquent. Euh, j'ai pu rencontrer des étudiants en Allemagne, aux États-Unis et en France qui souhaitaient retourner en Inde. C'était des étudiants indiens du coup. Après avoir acquis un peu d'expérience dans le pays où ils sont venus faire leurs études. Et peut-être ne pas avoir leur famille dans le pays d'accueil ou là où ils ont fait les études, c'est un grand facteur pour qu'ils pensent à y retourner. Mais je trouve que c'est beaucoup plus une tendance retrouvée pour d'autres pays que pour le Pakistan. J'ai jamais trouvé un Pakistanais qui me dit j'ai envie de retourner au Pakistan. Et pour toi, du coup, est-ce que c'est un départ définitif? Bah écoute, je suis rentré à la maison de touche, c'est définitive. Mm, Je reviendrai avec plaisir en France quand la situation sera beaucoup plus stable. Pour mm, l'instant, c'est un peu compliqué de voyager, mm, mais je reviendrai pour les vacances. Donc, oui, j'ai inversé en fait la tendance. Donc, oui, avant, j'allais en vacances au Pakistan.
Oui. Mais maintenant, j'irai en France pour les vacances. Donc ouais, Oui. c'est un départ définitif. Après, tu dis que tu as vu plus d'étudiants indiens qui veulent rentrer au pays. Bah, Oui. c'est un peu normal, parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux que nous. Après, les Pakistanais, il n'y en a pas énormément. On n'est pas énormément en France. Et après, c'est J'en ai quelque chose qui rencontré est aussi pas... des étudiants pakistanais qui sont venus faire leur doctorat et tout. Mais, Oui. mais c'est beaucoup En plus fait, tu rare. sais, Ouais. il y a les Pakistanais qui viennent du Pakistan. Premièrement, ils viennent parce que voilà, tu sais, l'être humain, il veut toujours découvrir de nouvelles choses. Et Mhm. lorsque tu sors du Pakistan, bah, tu vois un nouvel environnement, tu vois la France, tu vois la beauté de la France. C'est un pays génial qui a été construit avec amour. Et Mm. tu as énormément de choses à découvrir et tu as une culture assez grandiose et assez intéressante, tu vas découvrir. Du coup, les étudiants pakistanais qui arrivent, bah, ils ont les yeux qui pétillent et ils sont impressionnés par tout ça. Mais les Pakistanais français qui parlent pas énormément de ça, c'est plus par rapport, tu sais, à l'éducation à la maison en fait, Mm. parce que dans les familles pakistanaises, on parle très peu de ce genre de choses qu'il faut retourner au Pakistan et que ça serait une bonne idée. Nos Ouais. parents ne parlent pas de ça. Nos Ouais. parents ne parlent pas de ça. Nos grands frères ne parlent pas de ça. Nos cousins, nos oncles. Personne ne parle de ça. Et c'est un Ouais. peu dommage parce que je me dis que c'est quelque chose qu'on devrait, c'est une discussion qu'on devrait tous entamer. Ouais. Parce que Et voilà, inverser la tendance de brain drain. de brain drain, exactement, exactement. Tu sais, le brain drain, c'est un peu dommage parce que je le dis souvent à mes parents. Je leur dis qu'en fait, lorsqu'il y avait besoin de reconstruire l'Europe, bah, Mm. il y avait besoin de main-d'œuvre pas chère. C'était Ouais. dans les années 70. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ouvert l'immigration, ils ont commencé à inviter tout le monde, tu vois. Ouais. Donc, c'est à ce moment-là que nos parents sont partis. Et nos parents, c'était la jeunesse du Pakistan. C'est ça. Donc, lorsque la C'était jeunesse du Pakistan a quitté le Mm. Pakistan, Ouais. bah, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le Pakistan, il n'a pas pu évoluer comme il aurait dû évoluer. Parce que lorsque tu prends le sang frais d'un pays, Mm. bah, ça Est-ce que devient tu penses que compliqué, tous en les fait. jeunes sont partis? Je pense pas. C'est dans une proportion Non, moindre. C'est non, pas. je, Ouais. je dis pas que tout le monde est parti, mais Une partie. une grande partie, voilà, une grande partie a quand même immigré. Je veux dire, les personnes qui étaient en position de partir, c'est-à-dire Oui. qui avaient les moyens financiers et qui avaient Oui. la vision, en fait, les personnes qui auraient peut-être pu changer le Pakistan Oui. s'ils seraient restés. Parce que tu sais, un pays, c'est par rapport à la population et aux gens qui composent. C'est pas juste par rapport à l'économie et, et tout le reste. C'est les Mm. gens qui composent le pays qui font un pays. Oui. Donc, c'est c'est un peu dommage qu'ils soient partis. Oui. Parce que je lisais que le Pakistan a quand même la sixième, la diaspora, la communauté. Enfin, au niveau de diaspora, c'est la sixième. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui habite à l'extérieur du pays. Et finalement, est-ce que le Pakistan fait pas office de pays dortoir, tu vois, où on a des gens auxquels on subvient aux besoins, mais c'est soutenu par des cycles de vie qui se font ailleurs. Et du coup, si on peut inverser la tendance, ça veut dire que ça peut être vraiment bénéfique pour le pays. En tout cas, avoir de la main-d'œuvre qualifiée, quoi, avec des projets, avec des visions et tout. Il me vient un exemple de Dr. Abdul Qadir Khan. Je ne sais pas si tu as lu son histoire ou quoi. Moi, je suis en train de lire sa biographie. C'est écrit par Imran Hossein Chaudhry. Je ne sais pas ce que ça vaut, ce livre. Je ne connais pas cet auteur. Mais en tout cas, dans sa biographie, il dit que lui, en fait, dès qu'il est venu, il était venu pour rentrer. Donc lui, il est venu en 1960, je crois, 60, 60, 60, ouais.
Et il avait déjà pour vision de rentrer, mais sauf qu'il trouvait pas de job. Et dès qu'il a pu trouver un job, il est rentré et il a essayé, il a envoyé des applications, enfin des demandes à, il a envoyé ses CV à tous les endroits où il pouvait trouver un job au Pakistan et il attendait que ça. Et dès qu'il a pu trouver une opportunité, il est parti et il avait vraiment ce patriotisme, je pense, dans son cœur de dire j'ai fait les études pour servir, pour faire quelque chose. Abdelkader Khan, c'est quand même quelqu'un qui a fait la migration à pied. Donc, il était dans l'état de Bhopal, en Inde, et qui est venu au Pakistan pour faire ses études d'abord euh, finir son matric et ensuite faire son collège et tout. Et ensuite, pour les études secondaires, il est venu en Allemagne et après, il a travaillé à Amsterdam. Mais il avait toujours eu envie de retourner. Et je me dis, si lui, il avait envie de retourner, si Qaïd Azam, il a ensuite est allé exercer au Pakistan, si Allama Iqbal, il est venu juste pour parfaire, il a fait son doctorat et il a pris, enfin, il s'est ouvert et après, il est rentré, il n'y est pas resté. Ça nous donne quand même pas mal d'exemples de ce que nos grands ont fait. Et ce qu'on pourrait faire aussi, quelque part. Tu sais, c'est vrai ce que tu as dit. Il y a énormément d'exemples et malheureusement, on a oublié un peu c'était qui nos ancêtres et on a oublié c'était qui nos grands. Qu'est-ce qu'ils ont fait et comment ils l'ont fait. On a on a basé nos vies sur l'aspect financier malheureusement. Et aujourd'hui, si tu restes en France ou tu habites en France, c'est juste parce que tu as un niveau de vie meilleur, enfin tu penses avoir un niveau de vie meilleur et tu penses être en sécurité et tu crois que voilà tu gagneras, tu vas gagner plus d'argent et que l'avenir de tes enfants sera meilleur en France. Mais nos ancêtres qui étaient des gens beaucoup plus éduqués, beaucoup plus avancés que nous. Tu prends l'exemple de Allama Iqbal, c'était pas une personne simple, c'est une personne qui était très très instruit, éduqué. Je veux dire, il avait énormément de connaissances. Il est venu en Europe, il a parcouru l'Europe, mais il n'est pas resté. Il est rentré à la maison et il a dit énormément dans ses ouvrages que ta maison, ça reste ta maison en fait. Et faut pas être ébloui par l'Europe et tout ce qui est Occident. Donc tu prends l'exemple de Gina, il était encore plus son style vestimentaire, il était très très reconnu dans le monde. Je veux dire, c'était quelqu'un de très très classe. Et c'était l'un des plus grands avocats, je veux dire, que de l'un des l'Empire plus britannique. produire. Voilà, exactement. Et il est rentré à la maison aussi. Du coup, en fait, les racines, c'est très très important. Et je donne souvent l'exemple des Juifs. Ils sont en train de rentrer à la maison. Ils sont en train de faire la aliyah pour rentrer chez eux. Parce que la maison, c'est quelque chose où tu retrouves en fait tes racines et tu te découvres toi-même. Et faut pas oublier que en France ou que tu sois en Angleterre ou que tu sois aux États-Unis, tu es juste un invité en fait. Tu es juste une personne qu'on a invitée à un moment de l'histoire pour certaines raisons. On t'a pas invité parce que t'es beau ou voilà, t'es intelligent. On t'a invité parce qu'il fallait reconstruire l'Europe, il fallait reconstruire la France. Et aujourd'hui, on te fait ressentir que tu n'es pas vraiment intégré et que tu as du mal à t'intégrer. Donc, faut lire un peu ce que nos ancêtres ont fait, nos grands ont fait. Et peut-être ça ouvrira un peu plus les yeux de la jeunesse pakistanaise et peut-être qu'ils comprendront que
il y a d'autres endroits dans le monde où tu peux aller, tu Hmm. peux vivre Mais tu une vois, vie je assez. pense qu'il y a des gens qui pensent, qui réfléchissent à ça, mais jamais, je pense, ils penseront à retourner au Pakistan. Tu vois, Mais en fait, c'est diront, l'image. ils feront le tour du monde avant de rentrer au Pakistan. En fait, c'est un peu notre faute. On a nous-mêmes, je veux dire nous-mêmes, on salit le Pakistan. Nous-mêmes, on détruit l'image du Pakistan. Je veux dire, ça commence de la maison. Tu Hmm, commences par la maison et à la maison, lorsque tu allumes les news, hmm, l'actualité pakistanaise, bah en fait, t'es bombardé par tout ce qui est information négative. hmm. Mais lorsque tu es sur place, tu découvres que finalement, c'est pas aussi négatif qu'on te montre. Et c'est le boulot de chaque Pakistanais Hmm, de montrer une image juste du Pakistan hmm. et d'arrêter de se focaliser sur des choses qui sont très minimes. Je veux Oui. dire, s'il y a une manifestation à Lahore, ça ne veut pas dire que tout Lahore est fermé. Ça ne veut pas dire que tout le quartier Oui, mais on va de... te montrer cette avenue-là à ce moment donné et dire que tout est bloqué, quoi. Exactement. Mais Oui, justement, c'est le travail de chaque Pakistanais de oui. montrer l'image positive du Pakistan. Et je Mais pense que si on s'y met tous, oui, on y arrivera, tu vois, et on arrivera à changer la tendance que oui, d'un pays qui est dit terroriste vers un oui, pays qui est dit touristique, tu vois, oui. comme comme ils sont en train de faire actuellement. Ils veulent que le tourisme évolue au Pakistan. Bah, comment tu fais? Bah, tu montres la réalité du Pakistan aux médias. Hmm. Je pense que ce que tu dis, c'est vrai, mais tu vois, c'est une responsabilité. C'est une responsabilité d'être ambassadeur d'un pays. C'est une responsabilité dans ta vie d'être exemplaire. Mais la plupart Bien sûr. des jeunes, ils ont envie de vivre leur vie et ne pas avoir cette responsabilité-là. Et c'est aussi compréhensible quelque part, tu vois. Parce Bien que sûr. les gens, enfin, je pense que tu peux pas arriver à ressentir la responsabilité si tu t'en sens pas capable, si tu te sens pas concerné quelque part. Bien sûr. Bien sûr. Enfin, moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de jeunes ou de petits pour moi encore, qui, euh, qui ont envie de vivre comme un ado, en fait, qui ont envie de Bien vivre sûr. leur vie normale, sans responsabilité, sans peut-être pousser la réflexion sur ça, en tout cas. C'est clair. Et, mais en tout cas, je pense qu'il y a aussi une partie qui réfléchit et du coup, je pense que cette entrevue peut-être leur donnera quelques repères. Et T'as comme tu es totalement en raison. direct... Pardon, tu voulais ajouter quelque chose? Non, non, j'ai dit, t'as totalement raison. Chacun a le droit de penser comme il veut. Mm. Comme tu es en direct live en pleine crise sanitaire à La Roche, que penses-tu de la gestion de la crise au Pakistan et est-ce que le gouvernement a mis des choses en place? Est-ce que ça a un impact sur ton activité ou sur l'activité des gens qui sont autour de toi? Bah écoute, je trouve que les Pakistanais ont été proactifs, ont été vraiment, sont allés vraiment très loin. Bah, je te donne un exemple tout bête. L'évolution du corona au Pakistan était vraiment minime. Je veux dire, Mhm. par rapport à la population et par rapport à la situation des hôpitaux ici et le système médical Oui. et plein de choses en fait, l'évolution du corona était vraiment minime. Mhm. Euh, Par exemple, dans notre entourage ou dans les personnes qu'on connaît, il y a eu très peu de personnes qui ont été infectées ou qui ont le coronavirus. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le gouvernement, il a commencé à installer plein de portiques désinfectants, en fait. Plein de Mhm. portiques désinfectants devant chaque banque, devant chaque magasin, devant chaque lieu public, en fait. Donc, en Mhm. fait, tu étais obligé de passer dedans pour te faire désinfecter avec un produit, en fait, qui te balançait sur tout le corps. Mhm. Et des fois, on en rigolait parce qu'on disait que en France, la situation est beaucoup plus critique et ils sont pas allés aussi loin. Et au Mhm. Pakistan, en fait, alors qu'il n'y a pas énormément de cas, il n'y a pas énormément de morts,
Hmm. Vraiment, je parle de la proportion de la population et du nombre de morts qu'il y a eu. Hmm. Bah, ils ont été très efficaces. Après, Hmm. voilà, on avait l'expertise chinoise qui était sur place. Ils ont donné plein de conseils, ils ont apporté beaucoup d'aide au Pakistan. Hmm. Et les choses, personnellement, se sont passées assez bien. Et Hmm. le smart lockdown, comme ils disent en anglais, Hmm. bah c'est un truc qui a fait le tour du monde. Il y Hmm. a plein de journaux qui ont parlé de Imran Khan et du gouvernement d'Imran Khan, comme quoi c'était un exemple à suivre et que le smart lockdown c'était quelque chose d'intelligent en fait, qu'il fallait pas boucler en fait tout un pays, il fallait boucler certaines zones Hmm. et certains quartiers en fait et faire attention. Mhm. Après, les masques sont énormément utilisés. Hmm. Au Pakistan, les masques sont utilisés depuis même avant le corona Mhm. parce que tu as une période dans l'année en fait à Lahore Hmm. où tu as énormément de pollution. Ouais, et t'as On les appelle niqabis ça. aussi, hein, déjà. T'as quoi? T'as les niqabis déjà. Oui, mais personnellement, j'en vois très peu des gens avec le niqab. En ce moment, c'est une tendance. Je veux dire, à Lahore, j'en vois très peu. Ok. Ils sont en train de se moderniser en fait. Du coup, j'en vois très peu. Mais je veux dire, ils mettaient déjà des masques avant parce qu'il y a une période dans l'année en fait, ils brûlent en fait les agricultures, Ouais, l'agriculture. ils brûlent le reste des foins ou de paille qui restent dans les champs. Exactement, ils brûlent ça. Et Ouais, ce qui se passe, ça crée énormément de fumée et ça fait beaucoup de pollution. Et Lahore, en ouais. fait, est Et inondé en entouré de fait champs. cette... Donc, et ça vient énormément d'Inde. Au Pakistan, ils ont arrêté, ils ont mis énormément de sanctions pour les gens qui faisaient ça. Mais en Ouais. Inde, il n'y a pas de sanctions. Donc, en fait, la fumée vient de l'Inde, je veux dire, en majorité. Ça vient Mhm. énormément d'Inde. Et le problème, c'est que bah, les gens, ils avaient l'habitude de mettre des masques bien avant. Mhm. Même avant le corona, ils avaient tous des masques. Mhm. Donc, il n'y a pas eu de rupture je veux dire, de manque de masques Ouais. parce que les gens avaient déjà des masques chez eux, ils avaient déjà des boîtes de sang déjà. Ok. Donc, la crise est gérée assez, je veux dire, intelligemment et les gens font attention. Mhm. Il y a les distances qui sont assez respectées. Après, je t'avoue, c'est pas partout pareil. Mhm. Si tu vas dans des endroits un peu reculés, je pense que les gens font beaucoup moins attention. Mhm. Mais dans les quartiers où je suis ou dans les endroits où je vais, Mhm. bah ça se passe plutôt bien. Mhm. J'ai juste une dernière question avant qu'on conclue. Euh, pour aller au Pakistan, pour t'installer là-bas, parce qu'au début, je pense que t'avais pas de job ni rien. Il faut quand même un capital, faut quand même de, un capital pour commencer. Et là, est-ce que tes parents t'ont aidé ou t'avais déjà fait des économies pendant tes études? Je sais pas. Comment t'as pu, euh, comment t'as pu faire ça? Tu sais, je vais te dire la vérité, pour aller au Pakistan, t'as pas besoin d'énormément d'argent. Mhm. Lorsque tu dis capital, je peux te baser un capital à 10 000 euros et tu peux Mhm. partir au Pakistan. Ok. Je vais t'expliquer pourquoi. Ouais. Lorsque tu arrives au Pakistan, premièrement, la monnaie, l'euro est beaucoup plus fort. Donc, tu arrives Ouais. au Pakistan, tu arrives avec un budget, je te donne un exemple tout simple, tu arrives avec 10 000 euros. Ouais. 10 000 euros, c'est un budget, ça se transforme en 2 millions de roupies au Pakistan. Ok. Donc 2 millions de roupies, c'est une somme assez importante. Donc on va dire c'est le salaire qu'une personne, je vais dire en moyenne, met à gagner en 5 ans à peu près, même plus. Ok. Donc je veux dire, lorsque tu as 2 millions en poche, Hmm. la chose à faire, c'est que premièrement, si tu arrives avec des compétences, Ouais. bah tu prends ton appartement ou ta maison en location parce Ouais. que tu pourras pas acheter avec 2 millions. Tu prends quelque chose en location. Ouais. Tu prends, si tu peux prendre une voiture en location, c'est bien. Si tu veux pas, bah, il y a pas de souci. Tu prends les transports comme Uber ou Carim. C'est une application qui marche bien. Mhm. Donc déjà, ça te permet de te déplacer et ça te permet d'avoir un toit, premièrement. Ouais. Donc tu oublies l'histoire d'acheter une maison. Tu viens, tu prends en location, tu commences à vivre déjà tranquillement ta vie.
Donc cette chose, elle est faite. Ensuite, si tu veux commencer, si tu veux lancer une activité professionnelle, je veux dire une entreprise, Hmm. bah, tu peux prendre des petits bureaux assez sympathiques qui te coûtent vraiment pas cher. Tu peux avoir un bureau pour 15 000, 20 000 roupies. Donc, Mhm. c'est l'équivalent à 80 euros, je crois, 70 euros par mois. Mhm. Donc tu as un Par mois, bureau. tu dis, ouais. Ouais, par mois. Donc tu peux t'asseoir tranquillement dans un bureau et recevoir des gens là-bas. Ok. Et lorsque tu diras que tu viens de France, bah il y a plein de gens qui viendront vers toi et avec de l'argent, tu vois. Ouais. Faut pas oublier qu'au Pakistan, il y a des gens qui ont énormément d'argent. Ces personnes, elles recherchent des gens, des jeunes personnes avec des idées nouvelles. Ouais. Donc, si tu arrives avec une idée nouvelle de France et que tu penses et que tu as un bon business plan et que Hmm. tu penses que l'idée peut marcher, bah, Hmm. tu trouveras peut-être un investisseur local avec qui tu Ouais. pourras faire développer ton idée. Ça va. Après, si tu veux travailler chez quelqu'un, Oui. c'est possible aussi. Après, Oui. voilà, faudra pas comparer avec le salaire en France parce que ce sera pas pareil. Oui. Tu toucheras pas 1500 ou 2000 euros par mois, Hmm. mais tu auras un salaire qui te permettra de vivre normalement. Donc, ça Hmm. sera pas extraordinaire, mais tu pourras avoir une vie normale. Après, tu sais, c'est des compromis, des choses à sacrifier lorsque tu viens au Pakistan. Oui. Il y a des choses qui te manqueront plus qu'aux d'autres. Hmm. Donc, faut faire la part des choses et il Hmm. faut voir le côté positif que c'est un pays vraiment jeune. C'est Hmm. un pays qui est en plein boom économique. Je veux Oui. dire, c'est un pays qui a un bel avenir devant Hmm. et qui est sollicité par pas mal de pays qui sont en train d'investir au Pakistan. Donc, c'est vraiment le pays en voie de développement où tu peux Plein arriver et d'opportunités et tout. il y a vraiment tout à faire. Je veux dire, l'infrastructure est vraiment banale. Je veux dire, Hmm. tout est basique. Hmm. L'administratif, tout est basique. Je te Hmm. donne un exemple tout simple. Un compte bancaire, tu peux l'ouvrir en même pas 24 heures. Ton compte bancaire, il est ouvert. Alors Hmm. que si tu parles en France, ça prend des semaines ou même ça peut prendre plusieurs semaines que ça Hmm. pour ouvrir un compte bancaire. Mais il y a là aussi Donc, la corruption, tu vois. la Après, corruption, d'après ce que j'ai compris, c'est que tu es quand même, t'as quand même le label français et du coup, bah, tu peux, tu sais, franchement, c'est un privilège. Mais lorsque tu la arrives avec le corruption, label français, ça t'ouvre énormément de portes. Ça, je ouais, t'avoue, c'est vrai. Mais la corruption, après, je t'avoue, dans chaque pays, il y a de la corruption, mais c'est pas au même niveau. ouais, Euh, Ici, c'est juste que faut faire attention, faut faire les choses soi-même. hmm, Maintenant, tout est basé, enfin, il y a énormément de choses qui sont basées en ligne. ouais, Donc, t'as pas besoin d'aller voir les gens pour faire ces démarches. ouais, Euh, Par exemple, pour les timbres fiscaux. Pour ouais, les timbres fiscaux, tu peux faire ta demande en ligne. Donc, il y a une petite ouais, plateforme, tu te connectes, tu payes avec ta carte bleue ouais, et tu as ton timbre fiscal. Mais avant, il fallait aller dans des bureaux et il fallait rentrer en contact avec la population locale. Donc, c'était un peu compliqué. hmm, Donc, la corruption est en train de se réduire parce que c'est en train de se digitaliser. hmm, Donc, lorsque ça se digitalise, hmm, en fait, ça devient plus compliqué de faire de la corruption. ouais. Hmm. Et un mot de la fin, du coup, on a déjà bien parlé. Donc, qu'est-ce Bah que, écoute, le mot de la fin, il est très très simple. Venez découvrir le Pakistan. C'est vraiment pas le pays qu'on vous a raconté vendu? dans les médias, pas qu'on vous a vendu, raconté dans les médias et même que peut-être vous avez découvert en une semaine ou en 2 semaines lorsque vous êtes venu pour des mariages ou vous êtes venu pour les vacances. Hmm, Il faut venir au Pakistan. Moi, je conseille aux jeunes de venir tout seul au Pakistan, sans oui. la famille, Parce qu'ils sont sans beaucoup plus vraiment. chouchoutés, hein, quand ils viennent en famille, les gens, ils ont peur qu'ils sortent tout seuls, ils sont vraiment très bien protégés, Exactement. peut-être même Un euh, peu trop. interdits, ouais, En voilà. fait, voilà. En fait, t'as pas la liberté. En France, tu as Oui, la voilà. liberté.
Un Oui, jeune adolescent en France, il peut sortir comme il veut. c'est ça. Mais un jeune, lorsqu'il vient au Pakistan, qu'il vienne à Islamabad, Lahore ou Karachi, le problème, c'est qu'il est entouré de la famille et C'est ça. s'il veut aller juste prendre un café dehors, bah, c'est pas possible. Il faut C'est qu'il ça. emmène toute sa famille avec lui, tu vois. C'est ça. Donc, venez tout seul au Pakistan, venez Mm, découvrir ce Pakistan de vos propres yeux mm. et vous verrez que c'est totalement différent et c'est pas exactement ce qu'on vous a vendu dans les médias et même en famille. Ça- Merci beaucoup en tout cas pour ton temps que tu as pris pour nous expliquer ton parcours. Et on peut te trouver sur Facebook, sur ton compte YouTube aussi, je crois. Et Oui. pour suivre ton parcours et ensuite pour rentrer en contact avec toi s'ils ont besoin de plus d'aide. Et, et voilà, je pense que je te remercie pour ton temps et à bientôt. Merci beaucoup pour On espère l'invitation. que tu vas faire un bon chemin et que ton expérience sera un exemple. J'espère que j'arriverai à changer la tendance et faire comprendre aux Franco-Pakistanais que c'est possible de venir au Pakistan et de vivre, de passer un bon moment. C'est assez noble comme cause, donc je te souhaite tout ce qu'il faut pour réussir, Inch'Allah. Merci à toi, bon courage et félicitations pour le podcast aussi. J'espère que tu vas Merci, continuer à nous offrir des contenus de ce genre à partir de la France. C'est pas tous merci. les jours qu'on voit ça, mais voilà. Donc merci beaucoup Merci, et à bonne bientôt. soirée, à bientôt. Bonne soirée. Ciao. Ciao. Merci d'avoir écouté ce podcast. J'espère, Inch'Allah, que nous nous retrouverons très vite autour de d'autres sujets intéressants. Portez-vous bien. Salam alaikum.